We just have too much stuff that's being produced. Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, fondatrice de The Good Goods, et j'accompagne les professionnels de la mode, du textile et du luxe dans la transformation de leurs pratiques vers plus de responsabilité. Mon job, c'est de rendre visibles les acteurs et actrices de la mutation profonde et au passage, de proposer de nouveaux narratifs. Ici, on restaure le leadership à la française, on met en lumière les innovations qui décarbonent à l'échelle industrielle et on convoque l'humain qui sommeille dans tout décideur pour faire pencher son libre arbitre en faveur de choix qui façonnent positivement le monde de demain. Sans doute avez-vous entendu parler du triangle de l'inaction climatique dans lequel les individus, les entreprises et les gouvernements se passent la patate chaude de la responsabilité de la crise. Ainsi, dans la mode, peut-on entendre par exemple de certains politiques, préférentiellement sur des chaînes comme CNews, que c'est bien connu, s'il n'y avait pas de demande de la part des pauvres pour la fast fashion, l'offre n'existerait pas. Et la société civile de répliquer que si les marques ne pratiquaient pas un marketing si agressif, alors on consommerait peut-être moins. Ou encore les entreprises de surenchérir que si des lois existaient pour réguler la concurrence déloyale, on sortirait peut-être de la course au volume. Moins polarisante sur les réseaux et probablement plus complexe à reconnaître, la vérité nous semble se trouver vraisemblablement au milieu, non pas de ce triangle, mais plutôt d'un carré. Car il manque un angle, en effet, auquel on s'attaque peu par méconnaissance du sujet, celui de la finance. C'est vrai ça, qui finance la mode et reste bien planqué à l'écart du débat ? Qui possède les thunes, comme le chante David Castillo-Lopez, et en veut toujours plus, comme le rappe Lorenzo ? En effet, les créateurs qui sont aussi propriétaires de leur marque sont rarissimes. On peut citer par exemple Marine Serre qui vogue à contre-courant et résiste aux appels de la dilution de son capital et par le même temps de ses convictions. Mais qui finance les autres alors ? Des business angels ? Des fonds privés ? Des groupes familiaux hégémoniques ? Et à quelles conditions de rentabilité ? La question est majeure car elle sous-tend le fonctionnement global de l'industrie. Plus de rentabilité, c'est plus de marge et plus vite. C'est donc plus de volume, et c'est comme ça qu'on passe en quelques décennies, non pas de 2 à 4, ni même à 52 collections par an, mais à 1 par jour pour des marques comme Shein. Dans cet épisode, on sort un peu des ACV et des matières alternatives pour s'intéresser à l'argent. Parce que oui, on pense tous monnaie, et dans la mode en général, et particulièrement en période de crise. Je me devais de faire quelques références musicales pour faire honneur à ce studio qui nous accueille et qui accueille Onward Fashion pour la première fois. Alors, de l'œuf ou du pool d'actionnaires, qui rend coupable les marques de produire et la société civile d'acheter, au milieu des régulateurs passablement débordés par le rythme des 8000 nouveaux produits quotidiens proposés par des enseignes chinoises d'ultra fast fashion ? Y a-t-il une loi alternative pour financer la transition des marques ? La réponse est oui, heureusement, et elle repose peut-être sur le pouvoir de la communauté. Aujourd'hui, on parle des bénéfices dans tous les sens du terme du financement participatif avec Pierre Schmittgall, cofondateur de l'ITA et directeur des investissements sur la partie opérationnelle. Bienvenue Pierre. Merci, je suis ravi. Merci d'être Super là. Intro. Je vais te demander de commencer par te présenter, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Effectivement, moi, je suis un des 3 cofondateurs de l'ITA.co et directeur des investissements. Donc, nous, on est une plateforme d'investissement pour le citoyen et les investisseurs plus qualifiés également, où on propose d'investir dans l'économie réelle sur différentes typologies de classes d'actifs et sur plusieurs secteurs, avec une mission assez forte de démocratiser l'accès à la finance, à l'investissement direct, et d'essayer de faire émerger et de soutenir une nouvelle économie qui se veut plus écologique et sociale, comme une alternative au modèle capitaliste actuel. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, peut-être que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et de la naissance de ton intérêt pour le financement des entreprises. Ouais, c'est une très bonne question. Merci de me la poser. Moi, je suis diplômé d'école, prépa, école, parcours finance. Sortie d'école, vient l'heure de trouver un premier emploi. Et à ce moment-là, j'ai eu une prise de conscience sans trop poser les mots, mais j'étais plutôt parti pour une carrière assez classique, M&A, gestion
finance de marché. Et j'ai commencé à chercher en paniquant au moment où j'ai eu mon emploi en CDI. En fait, non, j'ai besoin d'autre chose. Et j'ai tapé des mots-clés un peu au hasard, vu que j'avais fait 2-3 cours à l'époque sur le social business, etc. Et de fil en aiguille, je suis tombé sur une opportunité de stage dans un fonds d'investissement impact qui était précurseur sur le marché il y a 10 ans. Ils étaient 5 en France, en gros. Et donc, je les ai rejoints et j'ai ouvert un nouveau champ des possibles dans ma vie. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Julien et Eva qui avaient cofondé Lita et qui cherchaient un troisième associé à ce moment-là. Et j'ai découvert en fait toute une ligne d'activité avec des entrepreneurs hyper engagés qui commençaient à conscientiser davantage le rôle de la finance en fait et repenser le rôle de l'entreprise dans l'économie réelle. Voilà, donc maintenant ça fait quasiment 10 ans que je suis embarqué dans cette aventure et dans ce métier. Et effectivement, pour répondre à la question, je pense que c'est une construction, déjà c'est une déconstruction progressive. Et c'est ce qui fait la richesse de mon métier, c'est que chaque jour je suis exposé à des nouvelles problématiques par filière. Parce que donc nous, on est assez agnostique. On traite des sujets d'économie circulaire, de green tech, de logements sociaux, de mode, on va beaucoup en parler aujourd'hui dans le podcast, d'agriculture. Et à chaque fois, c'est une découverte hallucinante sur les dérives d'une filière, sur l'organisation macroéconomique à l'échelle mondiale et locale. Et donc, en fait, c'est un apprentissage permanent qui nourrit au quotidien cet engagement et cette conviction d'essayer de mettre des briques pour dépacifier un petit peu la finance et utiliser cet outil qui en soi est un très bon outil, mais de façon plus vertueuse, plus sobre, pour définanciariser un peu plus l'économie. Avec quelque part donc cette racine commune, alors peut-être pas du mal, mais en tout cas possiblement qui part à la dérive, qui est celle de l'économie et du financement global des entreprises. Ouais. Tu dis, j'ai tapé des mots-clés, notamment social business, mais à quel moment, vu que c'est a priori une graine qu'on n'a pas mis dans ta tête lors de ton parcours assez classique, à quel moment, toi, tu as réalisé le lien entre la problématique de la crise climatique et sociale et le financement des entreprises ? Je pense que je l'ai réalisé en étant déjà chez Lita, en rejoignant l'aventure entrepreneuriale. Au début, c'était plutôt des convictions de dire il y a d'autres économies qui existent. J'ai mentionné le terme donc social business, donc entrepreneuriat social, et ça me tenait à cœur de se dire c'est sympa de pouvoir aider des hommes et des femmes qui proposent des alternatives avec une entreprise qui est orientée vraiment à impact environnemental ou social, des nouveaux produits, des nouveaux services. Et donc ça a commencé vraiment comme ça, par l'engagement entrepreneurial en fait, plutôt centré autour de l'entrepreneuriat. Et ensuite, en creusant les sujets, en comprenant davantage comment était structuré le système financier. Donc nous, on agit sur le non-coté, c'est important. Il y a deux éléments. Il y a les marchés financiers cotés et il y a le non-coté. Nous, on permet vraiment de densifier et d'investir dans le non-coté. Et donc, j'ai commencé à regarder la structure des fonds d'investissement, de VC, de private equity, comment ça marchait, l'origination des fonds, toute cette chaîne-là financière. Qu'on va détailler. Je précise qu'on emploie beaucoup d'acronymes et de mots-clés, mais on va en parler précisément dans l'épisode pour essayer de vulgariser tout ça. Au maximum, oui, tout à fait. Et donc, en grattant un petit peu le système, c'est là où on se rend compte un petit peu des aberrations. Et on se rend compte d'un système, en fait, qui devrait aider l'économie à se constituer, à se forger, aider les entreprises à se développer. Mais on arrivait à un paroxysme où les entreprises deviennent des moyens de rentabilité court-termiste pour répondre aux besoins du marché. Et donc, on a un marché qui s'est immiscé dans l'économie réelle pour produire des bénéfices pour ses propres intérêts. Et donc, c'est ça un petit peu la dérive actuelle qu'on peut observer. Et c'est ça qui a nourri, je pense, aussi autant mon engagement sur Lita. Et effectivement, pour répondre à la question précisément de pourquoi la finance et comment la finance est corrélée au changement climatique, c'est assez simple, c'est que la finance, en fait, c'est, si on reprend le marché, le capitalisme moderne comme on l'entend, c'est finalement une idéologie assez récente, où on a une conviction de marché qui est là pour desservir de la croissance. Et la croissance, l'unique indicateur, c'est la rentabilité court terme. Et donc, il y a déjà un hiatus entre effectivement un développement long terme de l'économie versus une nécessité de produire des bénéfices sur les marchés cotés de façon journalière et sur le non coté de façon annuelle
ou plus. Et donc, cet argent, en fait, c'est quoi ? C'est de l'épargne qui est mis à disposition aux banques, aux gestionnaires d'actifs, qui ensuite est réutilisé pour faire de l'investissement par ces grands acteurs institutionnels. Et donc, en fait, c'est bien le choix d'investissement de ces acteurs institutionnels qui va modeler l'économie de demain. Et donc, quand tous ces capitaux sont massivement orientés vers des énergies fossiles, vers des entreprises qui ont des pratiques plutôt dévastatrices sur le point de vue environnemental, biodiversité et sur les normes sociales, c'est là où on commence à avoir un système financier qui impacte négativement et qui vient en contradiction avec les limites planétaires et le plancher social que l'on souhaite respecter. Et donc c'est aussi ça, ce message d'espoir, c'est dire que c'est d'autant plus vrai, je pense, sur le non-coté avec les fonds d'investissement, où on a ce pouvoir de modeler les entreprises et de donner le ton, en fait. Parce que qui détient la gouvernance détient une clé très forte de solution, de résolution des problèmes. Si demain, je décide d'investir dans une entreprise, je reprends une entreprise, une PME dans le textile pour revenir au sujet, qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui décide de décarboner sa chaîne de valeur, de relocaliser une partie en France et de passer à l'échelle sur des produits avec des meilleures matières éco-responsables. J'ai le choix en tant qu'investisseur de dire je ne vais pas attendre les rendements classiques imposés et codifiés depuis les années 80. En général, on parle entre 15 et 20% de TRI net annuel. Donc, dans les codes, donc taux de rentabilité, quand on investit, on veut à minima récupérer entre 10 à 20, ça dépend vraiment des fonds, mais c'est un peu la norme imposée depuis les années 80 dans le secteur. Sur une période de temps assez courte. Sur une période de temps assez courte, parce qu'effectivement, autour de 5 ans, généralement, parce qu'en fait, on est sur des... Donc ça va être très schématique, mais si on veut donner plus de corps à ce que je raconte, effectivement, généralement, les fonds sont structurés sur 10 ans, avec une période d'investissement à 5 ans et une période de désinvestissement entre 5 et 10 ans. Et donc, sur un nombre limité d'investissements, le fonds doit produire un rendement uniformisé pour les actionnaires du fonds d'investissement. Et donc, ce schéma-là, qui est en soi pas mauvais en soi, je veux dire, mais contraint quand même le fonds sur une vision assez uniformisée de son approche d'investissement. Et si je reviens sur mon exemple de l'entreprise, peut-être que pour opérer ce changement de décarbonation, cette boîte aura besoin d'investisseurs et d'avoir un changement sur 7-10 ans. Ouais. Et peut-être qu'en fait, il va falloir sacrifier un petit peu des dividendes court terme parce qu'une partie des bénéfices sera plutôt réinjectée dans la chaîne de valeur pour faire des investissements énergétiques, pour faire des investissements sur les approvisionnements de matières en amont, pour pouvoir peut-être offrir une gamme de produits plus accessibles tarifaires parce qu'on va jouer sur les marges. La boîte reste viable, elle est en croissance, elle a un marché, elle produit des externalités positives et pourtant elle ne va pas desservir les 15 ou 20% de rentabilité. Peut-être, de façon très schématique, on va avoir 5 à 10% de rentabilité. Oui. Est-ce que c'est grave ? Non, au contraire. Et donc là, on voit le poids de la finance et des fonds dans les changements systémiques d'une entreprise. Et c'est pour ça que c'est hyper important de se rendre compte de la détention des capitaux. C'est quelque chose qu'on aborde beaucoup chez l'ITA sur nos études plus prospectives d'une nouvelle économie. Il y a 2 enjeux majeurs, selon moi. C'est repenser la détention des capitaux, parce qu'il y a une très forte polarisation de très gros asset managers, notamment américains, mais pas que, qui détiennent des milliards en classe d'actifs et donc qui sont investisseurs dans toutes les entreprises, PME, ETI, très largement, et amener plus de démocratie économique dans les décisions. Parce que la détention de capital influence directement la gouvernance et la gouvernance influence directement les choix et les convictions de société dans lesquelles on veut évoluer. Et donc si on est visionnaire et on a de l'ambition politique de changer les entreprises, ça passe nécessairement par la gouvernance. Alors, c'est déjà passionnant. J'ai l'impression qu'on a fait un mini-épisode dans ces 3 minutes. Je voudrais détricoter quelques petites notions avant qu'on avance un peu plus en profondeur sur le sujet, parce que tu as mentionné pour moi 3 choses qui sont extrêmement importantes. La première, c'est que tu parlais de PIB et de croissance. On va considérer dans cet épisode qu'on a une définition de la croissance qui est celle de la croissance économique, qui est effectivement basée sur cet indicateur-là, unique, qui est extrêmement imparfait.
mais voilà, qui est celui dont on parle le long de cet épisode. Je renvoie nos auditeurs et nos auditrices à l'épisode qu'on a fait sur la décroissance avec Timothée Paric, qui rentre un peu plus en profondeur sur la problématique de cet indice unique. Deuxièmement, tu parlais du poids des acteurs institutionnels qui décident de là où va l'argent. Et j'insiste là-dessus parce que ça me semble hyper important pour préciser dès le début ce que fait l'ITA. Oui. Pour moi, il y a un double effet pervers de cette espèce de... Alors, totalitarisme, le mot est fort, mais en tout cas de cette monodécision par les institutionnels de où va cet argent et comment est-ce qu'on investit dans les entreprises. C'est que, d'une part, généralement, c'est pas vers des entreprises vertueuses avec le fameux théorie que tu as décrit. D'autre part, ça court-circuite le pouvoir citoyen, c'est-à-dire que c'est notre argent. Et là, je vous renvoie à un épisode qu'on a fait avec ta cofondatrice Eva Sadoun sur tout simplement l'économie pour les nuls, qui explique à quel point finalement on a, par manque de connaissances et un petit peu une vision complexe de ce sujet, on se désintéresse de notre argent, de notre investissement, quel qu'il soit, dans des assurances vie, dans des épargnes. Et donc, ce que vous faites avec l'ITA, c'est que non seulement vous tentez de soutenir via l'investissement des entreprises à impact, mais en plus, vous donnez aux citoyens, aux individus, c'est-à-dire à toute cette frange de la société civile qui est un petit peu ignarde et a priori qui ne se sent pas légitime sur ces sujets, la possibilité d'investir dans ces boîtes sur des tickets de 100 € à 100 000 € ou plus, on va en parler après. Mais donc, je reviens là-dessus parce que ça me semble important pour poser le cadre de votre activité. Concernant la mode, puisque c'est vraiment le sujet qui nous intéresse, là aussi, une petite précision que je trouve, sur laquelle j'insiste, c'est que tu disais à l'instant qu'il y avait une espèce de fonctionnement un peu générique des fonds, finalement, qui financent une entreprise qui va faire, que sais-je, de la pétrochimie, ou bien de l'agriculture, ou bien de l'aviation. Or, les modèles de ces différents secteurs, et en particulier la mode, sont tous très différents. Tout à fait. Tu l'as dit, la rentabilité qu'on peut en exiger, le temps long ou pas dans lequel on doit se développer. Il y a des projets aussi dans lesquels on peut investir sur l'ITA qui nécessitent beaucoup de R&D, des projets de décarbonation qui prennent 10 à 15 ans de recherche et développement avant d'avoir quelque chose de finalement rentable. Et donc, ma question est la suivante par rapport à ton poste. Donc, tu es directeur des opérations, des investissements. Ouais. Ça veut dire tout secteur confondu. Comment est-ce que tu fais pour te cultiver sur les différents sujets et en particulier, comment tu as fait pour rentrer en profondeur dans la mode ? Ok, question très dense, merci beaucoup. Alors oui, ça veut dire tout secteur confondu. Merci d'avoir reprécisé en détail ce que faisait l'ITA. Effectivement, nous, on a une approche, je le disais, multi-actif pour peut-être donner plus de vulgarisation. On propose 3 gros piliers d'investissement dans l'économie réelle. Un qui est la poche Venture Capital, donc c'est plutôt l'investissement au capital dans des startups, donc de très jeunes amorçages à des phases un peu plus matures de développement. Et effectivement, là, on est détenteur d'actions, on rentre à la gouvernance de la startup et c'est plus ou moins risqué, effectivement, en fonction de la taille et du marché. On a développé une brique de financement, ce qu'on appelle en dette privée, donc c'est du financement non dilutif pour les entreprises, plutôt assimilable à de la dette, qui reste du financement d'investissement, plutôt pour les PME, entre 5 millions d'euros et plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, sur des enjeux industriels, mais pas que. Et dans cette brique-là de financement, on a aussi ouvert une poche pour accompagner la transition des PME et des ETI, avec du financement obligataire green bonds, donc vert, où une partie du taux d'intérêt est fléchée à des indicateurs de mesure d'impact, notamment carbone, mais pas que, pour avoir vraiment un outil incitatif pour les PME à investir dans leur transition de leur chaîne de valeur. Donc ça, pardon, je fais une parenthèse, mais ça signifie que quand on est une entreprise, donc tu l'as dit par règne de chiffre d'affaires, on peut vous solliciter même si on n'est pas au départ une entreprise à impact, Exactement. mais qu'on est en cours de transformation Exactement. et de transition et qu'on a besoin de financer parce que ça requiert des investissements. Ok.
Très Exactement. Donc nous, on est un acteur pure player du marché sur l'impact, où on a fait vraiment partie de l'écosystème natif en France il y a 10 ans de la nouvelle économie, innovation sociale, sociétale, du milieu, entrepreneuriat social et solidaire. Il y a pas mal d'appellations très différentes, mais c'est un peu toute cette grande famille-là d'entreprises qui veulent faire différemment dans leur objet social, en ayant une stratégie de résolution d'une problématique environnementale ou sociale, disons. Et on a aussi énormément de conviction de pouvoir accompagner les acteurs classiques à la transformation. Parce qu'à un moment donné, dans des secteurs d'activité donnés, si on veut avoir un changement systémique majeur, il faut accompagner ces entreprises avec des incitations plutôt sympas que punitives, on va dire. Et donc, le rôle, d'autant plus des fonds d'investissement et du financier, est crucial pour les accompagner au changement. Donc, on a voulu aussi, nous, proposer cette poche d'investissement sur la plateforme. La troisième brique d'investissement, c'est ce qu'on appelle actifs réels. Donc, c'est soit de l'immobilier, où les gens peuvent investir plutôt dans la pierre. Donc là, on va retrouver pas mal de projets, soit promotion verte, rénovation énergétique, soit logement social. Et aussi toute une grosse partie pour les projets d'infrastructure d'énergie renouvelable. Donc on a vraiment ces trois thématiques-là, avec cette volonté de pouvoir devenir une plateforme qui massifie l'investissement direct, donc dans le non-coté, sur toutes les thématiques d'impact. Sur l'approche sectorielle, on est assez agnostique, effectivement, parce qu'il y a énormément à faire, et les filières, surtout, se répondent. On va y revenir sur la mode, mais je trouve que la mode, c'est un cas fascinant, parce que ça à la croisée de l'industrie lourde de la prod, sur la pro des matières, avec le sourcing pétrole, donc les ressources fossiles, mais aussi sur l'agriculture avec les matières naturelles. C'est hyper géopolitique, c'est mondialisé, enfin, c'est assez fascinant. Et du coup, toutes les filières se répondent quand même assez souvent entre elles. Et donc, on a recruté une équipe dédiée à la stratégie d'investissement, où on a quand même beaucoup d'humains en interne, vu qu'on a un vrai métier d'hommes et de femmes, et chacun a un peu son expertise sectorielle, et fait ses recherches sur le sujet. Alors nous, on a un acteur un peu hybride, tu l'as mentionné, on fait de l'investissement et du financement. On permet de faire du financement, ce qu'on appelle ligne par ligne, c'est-à-dire que les gens choisissent leur investissement et se constituent un portefeuille sur la plateforme. Ce qui donne aussi beaucoup plus d'amplitude, parce qu'on n'impose pas une monovision d'une rentabilité pour chaque secteur. On peut vraiment s'adapter à la cible, à son impact, à sa stratégie, et financer le logement social sur 10 ans à X% de rentabilité, financer des boîtes deep tech beaucoup plus capitalistiques qui vont avoir des schémas plus forts de croissance, financer des coopératives. On a vraiment beaucoup de flexibilité sur comment on mobilise des capitaux, pour quel impact et pour quelle rentabilité. Ça, c'est une force de la plateforme. Et on est aussi assez hybride parce qu'on s'engage beaucoup. On a un rôle d'advocacy et de plaidoyer assez incarné, parce que tous les sujets d'investissement aujourd'hui nécessitent de très gros enjeux réglementaires, soit au national, soit au niveau européen, et donc nécessitent de s'engager auprès de fédérations, de réseaux et de structurer des écosystèmes, dont la mode, qui est un écosystème hyper important dans lequel on participe. Alors justement, avant qu'on rentre dans la mode, le financement engagé des marques de mode, est-ce que tu peux nous faire un exercice un peu macro de financement global des marques ? Tu as parlé de la concentration de l'actionnariat aux mains de milliardaires, qui mettaient de l'argent dans X boîtes ou groupes. Mais est-ce que si on devait schématiser, il y a une typologie de segments de marché dans lesquels une typologie d'investisseurs investissent ? Prédomine. Mais j'ai essayé de faire mes petites recherches pour préparer le podcast, et c'est vrai que c'est très difficile de trouver l'origination actionnariale de tous les principaux groupes. Par contre, il y a une catégorie qui est assez intéressante. Donc, il y a deux façons de classifier le marché, soit par la taille d'acteurs, soit par leur positionnement, du low cost à l'ultra luxe. Et moi, je les ai regroupés en trois gros acteurs, et on sent derrière, du coup, ça donne l'impulsion de la détention capitalistique quand même. La première famille, c'est vraiment les groupes de luxe qui sont cotés, ou les groupes cotés non luxe, mais multimarques et ou conglomérats. Et on va y revenir parce que c'est vraiment ceux qui dominent le marché. Ouais. Il y a un groupe intermédiaire, donc eux, c'est forcément de la multi-propriété actionnariale sur les marchés financiers, sur les différentes places boursières. Donc, pour donner des exemples concrets, premier groupe Kering, LVMH, deuxième Auchan, groupe plutôt SMCP, cette frange-là. Okay. Exactement. Ensuite, on a les groupes intermédiaires qui sont encore beaucoup des entreprises familiales, minoritaire avec la famille ou encore majoritaire, et avec un ou plusieurs fonds de private equity, donc des gros fonds qui ont investi, mais on reste sur le non-coté, non listé sur les marchés. Et là encore, on peut être plutôt monomarque, et on trouve quelques groupes multimarques.
Donc monomarque, on a par exemple Promode, multimarque, on a le groupe Eram, la famille Mullier, etc. Exactement, Okay. Exactement. Et enfin, on a toute une typologie atomisée de créateurs indépendants, et c'est là où on retrouve toute l'émergence des marques aussi, nouvelles marques éthiques et responsables, qui oscillent entre 500 000 euros de chiffre d'affaires et quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et là, effectivement, on va plutôt être sur de la détention fondateur, actionnariale, business angel, citoyenne, et quelques fonds d'investissement privés ou publics qui se positionnent pour accompagner la croissance de ces entreprises. On va aussi retrouver des acteurs qui très rapidement vont se rapprocher industriellement de plus gros acteurs pour se vendre et avoir ce phénomène de consolidation de portefeuille de marque. Donc ça, c'est un peu le triptyque. Ce qui est hyper intéressant, c'est que j'ai fait des recherches sur qui drivait en part de marché le secteur. Parce que nous, on est exposé au quotidien à l'émergence de tas de marques éthiques qu'on va absolument soutenir. Et on se dit, ça reste quand même une petite goutte d'eau dans l'océan. Et c'est vrai que j'ai trouvé des chiffres assez frappants, mais il y a deux façons de le voir. Il y a les leaders en termes de part de marché, donc sur le chiffre d'affaires. Ouais. Donc il y a 5 groupes internationaux qui prennent quasiment 100% du marché. Et il y a un autre classement qui est le Global Fashion Index d'un cabinet de conseil. Ouais. Qui classe par rapport au profit économique, c'est-à-dire aux bénéfices captés directement de ces marques. Et donc, le classement est un peu différent, mais on a 20 entreprises qui captent 97%, donc quasiment l'entièreté du profit textile et mode. Et donc, pour citer ces groupes, donc sur la première démonstration, sur le chiffre d'affaires, on a un Américain, PVH Corporation, donc c'est ceux qui ont Calvin Klein, et ils sont producteurs eux-mêmes de leurs marques, et ils font produire pour d'autres marques. Donc, ils ont mutualisé des usines. Ils produisent pour Tommy Hilfiger, par exemple, BCBG, Max Azria, donc c'est vraiment les premiers. Les deuxièmes, qui pèsent pour 32 milliards de chiffre d'affaires, c'est Inditex. Inditex, c'est le groupe espagnol Zara. Donc là, on est vraiment dans la fast fashion, qui a aussi développé Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, etc. Et le troisième, on retrouve le luxe, Kering et LVMH qui le suit de près. Donc c'est vraiment ces 4, et il y en a encore 3 autres derrière. H&M arrive à la 7e position. Et avant, on trouve le groupe fast retailing japonais, donc Uniqlo. Qui a racheté Comptoir des Cotonniers, Princesse Atam, etc. Sur le deuxième classement, sur la part contributive au bénéfice économique mondial du secteur du luxe, c'est 20 entreprises. La première, c'est Inditex, qui a 4 milliards de profits, donc c'est Zara, l'espagnol. Derrière, on a Nike, et en troisième, on a LVMH. Donc on voit quand même à quel point il y a un phénomène alors peut-être c'est intéressant de le préciser, mais Inditex, c'est encore détenu par la famille et coté. Nike, c'est coté. Et LVMH, c'est hyper connu, donc il n'y a pas de problème. C'est aussi sur les marchés cotés. Donc on se rend compte quand même sur ces 20 entreprises qui détiennent 97% du bénéfice économique, la structure capitalistique derrière. Et donc forcément, il y a un biais de marché colossal parce qu'il y a une ultra-polarisation. Donc il y a deux façons de le voir. Moi, quand j'ai découvert ça, j'étais en mode, en fait, on est foutu, on n'arrivera jamais à changer. J'allais dire, après, j'ai 2 bonnes nouvelles, mais vas-y. Parce qu'à un moment donné, c'est des groupes, donc après, ils ont des stratégies différentes. Il y en a qui reposent sur de l'ultra low cost, d'autres qui reposent sur de la premiumisation et du luxe. Donc, ils n'ont pas la même capacité à changer, parce que forcément, les acteurs du luxe, a priori, ont une réserve de marge sur leurs produits plus importante pour pouvoir absorber des investissements de décarbonation, de changement, etc., versus les groupes du low cost qui sont un peu plus compliqués parce que tout le château de cartes s'effondre si on arrête la surconsommation et si on arrête la prédation des ressources et la production à très bas coût au Bangladesh, au Pakistan. Mais quand même, il y a une surconcentration. Et pour les faire bouger d'un point de vue gouvernance, on est sur des gouvernances hyper éclatées où ce n'est pas un actionnaire qui va décider allez, on s'engage sur une trajectoire carbone climatique accord de Paris, 1,5 degré, mais c'est coordonné. Les millions d'investisseurs en bourse qui sont eux-mêmes représentés par des tas d'asset managers, parce qu'après on rentre sur des logiques de construction de portefeuille, etc. Et donc les clés comportementales de passage et de changement systémique sur la transition est d'autant plus compliqué à coordonner. Après, le côté positif, et je vais te laisser peut-être rebondir dessus, c'est aussi que si on fait bouger un de ces groupes-là, on a un changement massif en termes d'impact carbone et social. Donc, c'est aussi un message d'espoir. Il faut maintenant réussir à les faire bouger. Oui, alors moi, j'ai disons 3 messages d'espoir. Le premier, c'est que d'une part, ces entreprises-là,
Elles peuvent aussi toquer à la porte d'une structure comme Lita, au moins pour une partie des marques qu'elles représentent. Alors, pas les boîtes cotées, Voilà, mais pas les boîtes effectivement, cotées, mais les une autres. entreprise ETI, tout à fait. Pour commencer à se mettre un peu en marche. La deuxième chose, c'est que on parle de part de marché. C'est bien qu'il y a des vases communicants. Et je repense au discours de Loom notamment, à qui on peut dire pourquoi vous fabriquez des vêtements si vous voulez sauver la planète. Parce qu'on est, même en étant une goutte d'eau dans l'océan, un caillou dans la chaussure et des parts de marché qu'on récupère aux quelques géants qui font n'importe quoi et n'importe comment. Donc plus on va donner de la force, et notamment économique, avec de l'investissement, en particulier citoyen, à des marques engagées, plus on va peser lourd face à ces boîtes-là. La troisième chose, alors c'est peut-être un peu plus long-termiste, mais on va en parler après, le modèle ultra extractiviste et basé uniquement sur les volumes des marques de fast fashion, globalement dans un monde où la température n'est pas compatible avec des matières en qualité et en quantité suffisante pour pouvoir conserver la pérennité du modèle, elles vont soit mourir, soit il faut qu'elles se réinventent, et vite. Donc voilà, ça c'était pour la petite note positive. Mais du coup, je m'interroge parce que depuis tout à l'heure, on parle de détention de fonds et de dilution du capital. On a l'impression que lever des fonds quand on est une marque de mode, c'est un petit peu le mode opératoire. Pourquoi, en fait, on lève de l'argent ? À quoi ça sert ? Et surtout, est-ce que c'est nécessaire déjà ? Et si oui, pour quelles raisons ? Oui, effectivement, c'est important. Non, ce n'est pas nécessaire de lever des fonds en capital, en action. Il y a aussi des solutions de financement différentes, comme l'autofinancement, où l'entreprise a assez de génération de profit dès la création pour financer sa croissance, a assez de trésorerie également. Et il y a tout ce qui va être mécanisme non dilutif, donc le financement obligataire sur l'État, par exemple, les prêts bancaires, d'État, les garanties. Et donc effectivement, en France, on a quand même un écosystème. Alors, c'est pas parfait, mais la France investit beaucoup sur l'écosystème de la mode, un peu moins sur le textile, même s'il y a un phénomène de relocalisation, on va y revenir. Et donc, il y a quand même pas mal d'aides à la création pour les jeunes créateurs, pour les marques. Après, effectivement, en fonction de son développement et de ses besoins, la question de la levée de fonds en action va se poser pour financer des budgets d'investissement. Donc, typiquement, si je veux financer de l'avance de stock et que j'ai une garantie de vendre mes stocks, si je veux financer une boutique en retail, si je veux financer quelque chose d'un peu plus tangible, je vais pouvoir avoir accès à des prêts. Généralement, les banques vont suivre et sinon, il y a les banques publiques qui vont pouvoir débloquer des fonds. Si maintenant, il y a des enjeux de recrutement d'équipe qui vont creuser la rentabilité et donc passer la boîte dans le négatif, le temps, quelques années de l'investissement, développer des collections, et donc tous ces enjeux qu'on appelle de BFR, besoin en fonds de roulement, effectivement, il va falloir passer par un renforcement des fonds propres et donc ouvrir une partie de son capital pour se développer. Après, les besoins vont être très différents si on est une marque de mode qui fait produire et qui distribue, et qui a une distribution en retail store ou digital direct consumer. Deux, si on est une marque qui veut sécuriser l'amont productif avec ses propres usines et se lancer dans un appareillage outils souverain et industriel. Donc on ne va pas avoir les mêmes problématiques. De façon générale, je pense que c'est possible de lancer sa marque, de trouver les premiers budgets d'investissement. Là où il y a un manque fort de marché, c'est vraiment sur la croissance des marques. Parce qu'il y a la mode, c'est un secteur qui était en crise, le prêt-à-porter aussi. Depuis les années 80, il y a eu un phénomène de délocalisation qui a fait qu'on a arrêté toutes les usines et on a perdu l'actif industriel. Et il y a peu de fonds d'investissement qui permettent d'investir dans des marques entre 1 et 3 millions de chiffre d'affaires pour les faire grossir à 10, 15 ou 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Là, c'est vrai qu'il y a un gros trou dans la raquette, d'autant plus quand c'est des marques responsables et éthiques. Mais comment tu l'expliques ? Parce que la rentabilité attendue est trop long-termiste ou pas assez forte ? Parce que quelque part, c'est trop petit bras. Donc, il vaut mieux rester soit tranquille, un peu comme tes boulangers. Voilà, tu es capé à 1 million d'euros de CA avec une renta qui est OK et puis tu restes comme ça. Ou bien, au contraire, d'aller lever, ou alors à l'opposé, d'aller lever beaucoup d'argent pour passer vraiment un gros cap et avoir d'emblée un parc de boutiques et de distributeurs. Enfin, tu vois, j'essaye de m'expliquer
pourquoi se trouve dans la raquette ? Ouais, je pense que c'est un secteur qui fait assez peur quand même aux investisseurs. Le retail, très récemment, les 3 dernières années, ça fait peur. Et la mode, il y a eu un boom, je pense, d'investissement dans les années 80 sur ce secteur et 2000 avec le phénomène de premiumisation des vêtements. Donc on pense à l'émergence de Sandro, Maje, ce genre de marques, où la production reste de même qualité, mais on va juste créer une image de marque supérieure pour extraire un meilleur prix de vente et aller toucher une cible un peu plus premium. Donc là, il y a quand même quelques industries qui, en fonction de leur stratégie, qui ont accès à des financements avec des gros fonds d'investissement du coup de private equity, qui eux rentrent dans des cycles effectivement de rentabilité un peu plus exigeantes et plus normés. Mais sinon, c'est vrai que je pense que c'est un secteur qui est pas forcément bien appréhendé par les fonds. Moi, je connais pas de... Alors oui, il y a le fonds BPI, par exemple, mode qui fait beaucoup. Il y a industrie créative et culturelle aussi, entre BPI, la Caisse, la Banque des Territoires. Donc, il y a des initiatives, mais si on compare aux autres typologies de fonds d'investissement, dans l'innovation, dans la tech, dans l'énergie, dans la santé, etc., c'est sûr que la partie mode retail engage moins les investisseurs. Donc, je pense que c'est plus un phénomène macro-structurel et une ambition aussi de vouloir soutenir une filière plus qu'une logique intrinsèque de moins de rentabilité, de plus de risques, etc. Est-ce que je m'interroge, mais c'est pas aussi lié à la nature même du produit dans cette industrie qui, à mon analyse, qui est peut-être fausse, mais est une des rares dans laquelle tu peux avoir un écart de valeur à la fois entre la valeur perçue et la valeur finalement le coût réel du produit, du fait de la hype des marques, etc. Donc qui peut faire exploser les marges dans certaines maisons, et aussi qu'il y a en espèce de, en fait, une largeur de gamme et de râteau, j'ai envie de dire, entre l'ultra fast fashion et l'ultra luxe, qui fait que finalement, pour chaque marque, le modèle est presque un peu différent et que le profil d'investissement et de risque va être aussi très variable. Et donc, peut-être que c'est ce milieu de gamme, que ce soit le premium ou la fast fashion un peu, on va dire, de qualité, ce qui est devenu Zara, etc., représente pas le même risque en termes d'investissement qu'une marque qui fait de l'ultra low cost ou une marque de luxe. Oui, c'est une très bonne analyse. Je suis aligné à ce que tu viens de dire. C'est sûr que si on reprend une vision beaucoup plus macro, les performances des maisons de luxe et des gros consortiums type LVMH explosent sur les marchés. Ça reste des valeurs, même en temps de crise, jamais sacrifiées, en hypercroissance permanente. Donc c'est aussi l'angle de l'attrait par le consommateur. Et effectivement, celles qui ont été sacrifiées dans la chute 2020-2022, c'était des Koukaï, des Jennifer. Donc c'est des débuts de fast fashion, low cost / moyenne gamme, qui ont été sacrifiés parce qu'il y a eu cet effet très polarisant de soit tous les consommateurs, et je vais y revenir, se sont retournés vers du très low cost, type Chine et compagnie, soit se sont réfugiés dans des niches premium de petites marques, notamment. Après, ça dépend aussi entre la mode femme, enfant et homme. Il y a des très, très grandes disparités. Mais il y a certaines marques d'hommes qui marchent effectivement très bien, qui arrivent à être résilients en temps de crise, et par le retail aussi, en s'éloignant des réseaux de distribution wholesale et compagnie. Donc, effectivement, on ne peut pas calquer la même analyse sur les marges, sur la distribution, sur la rentabilité en fonction du positionnement de la marque. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les investisseurs n'ont pas couru après la récupération par les cheveux de ces marques qui, malheureusement, sont perdues. Du coup, ça m'amène à la question suivante. Qu'est-ce qu'on peut, en dehors de l'argent, attendre d'un fonds d'investissement ? Qu'est-ce qu'on devrait attendre de ses financeurs quand on a une marque ? Oui, un fonds d'investissement met beaucoup en avant son expertise métier, son réseau, et devient un partenaire clé du quotidien de l'entreprise. Donc effectivement, pour choisir un fonds d'investissement, il faut, je pense, choisir ses valeurs, c'est-à-dire quel est mon projet d'entreprise,
Qu'est-ce que je veux en faire? Est-ce que je veux vendre à très court terme à 5 ans à un grand groupe? Est-ce que je veux m'autonomiser et rester à 20, 30 ans indépendant, racheter mes actions, construire une grosse PME? Donc il y a vraiment cette philosophie-là déjà sur la vision impact-rendement. Et ensuite, il y a la compétence métier. Est-ce que le fonds va pouvoir... donc généralement, quand on investit, on structure un board et tous les 3 à 6 mois, les actionnaires et les fondateurs et quelques experts se réunissent pour accompagner la boîte dans son développement. Et donc là, on rentre sur des thématiques métiers très opérationnelles. Comment je recrute tel expert pour la DA de ma marque? Comment je peux rechallenger les appros et la confection de mes habits? Comment j'ouvre un nouveau marché? Comment est-ce que je passe retail ou pas retail? Enfin, c'est des questions très opérationnelles. Et effectivement, les fonds d'investissement donc non cotés sont souvent des partenaires de proximité pour accompagner l'entreprise sur toutes ces dimensions-là. Ce que vous faites aussi. Ce que l'on fait aussi chez Lita. C'est pour ça que chaque analyste a une poche dédiée, un réseau. Et après, la particularité de Lita aussi, qui est une force, c'est la puissance en fait du citoyen. C'est que nous, on collecte via une multitude de communautés. On crée une holding et cette holding rassemble tous les investisseurs et investit dans l'entreprise. Et donc, on arrive à toucher des personas très larges en fait, d'investisseurs. Donc, on a une très grosse partie retail, citoyen plutôt novice, parce qu'on a un gros enjeu de démocratisation de la finance et des thématiques d'impact. C'est aussi ça, une grosse partie de l'impact de l'ITA, c'est l'effort pédagogique que l'on fait. Mais on a aussi toute une famille d'investisseurs, anciens entrepreneurs, dirigeants de PME, dirigeantes de PME, family office, CGP et business angel. Donc, qui, eux, ont une casquette quand même de plus de sachants. Oui. À minima sur l'expertise métier et la finance. Et donc, nous, on va pouvoir aussi apporter cette valeur-là aux entreprises parce qu'on arrive à avoir une communauté très large de compétences, de réseaux et de pouvoir mobiliser les bonnes personnes au bon moment en fonction de la problématique de l'entreprise. Aujourd'hui, on a un peu plus de 160 000 personnes de la communauté. Donc, par rapport à un fonds d'investissement aussi qui va être beaucoup plus limité. Et c'est pour ça que les fonds d'investissement sont souvent très spécialisés, surspécialisés sur une thématique. Nous, on va pouvoir avoir une couverture assez large de secteurs et d'expertise. Alors très bien, on va vraiment accrochez-vous parce que c'est passionnant et en même temps c'est complexe, mais expliquer en détail comment on se finance avec Lita et qu'est-ce qu'on peut attendre quand on est une marque de mode. Juste avant, je veux quand même qu'on fasse un petit focus sur la problématique des volumes et le modèle actuel de l'industrie de la mode vraiment spécifiquement. Et si je me fais un peu l'avocate du diable et que je suis une théorie croissantiste prospère, je considère que plus je fais des millions, plus je crois, plus je vends et plus je gagne d'argent, plus je crée de la valeur, plus potentiellement je peux la redistribuer. Et donc, si je m'attache à cette théorie, produire plus, c'est une bonne chose. Sauf que bon, ça, c'est dans le cas où on oublie que dans cette équation, les ressources naturelles devraient être prises en compte. En l'occurrence, voilà, elles ne le sont pas et elles sont finies. On oublie aussi bien souvent la part d'énergie qui est déployée, principalement basée aujourd'hui sur du charbon pour produire à la fois les matières et puis les vêtements. Et en aval, les déchets qui sont produits par cette industrie littéralement obèse aujourd'hui. Est-ce que tu peux, pour poursuivre ces réjouissances, nous expliquer un petit peu les externalités négatives, en fait, en quelque sorte, de la croissance, les coproduits de cette croissance, cette course au PIB et donc course au volume? Oui, vaste sujet. Je vais essayer d'être compresser un peu parce que je ne me rends pas compte du temps restant. Déjà, il y a beaucoup qui est fait. Je voudrais saluer le travail En mode climat. Tu as cité Loom qui a structuré. Donc, je voudrais en reparler là parce qu'il y a un travail de fond hallucinant qui est fait d'un point de vue plaidoyer politique. Et on est... Tu as parlé de la fast fashion, des lois qui sortent, etc. Il y a un vrai engouement réglementaire et législatif pour essayer de trouver des vraies solutions, en tout cas en France. Donc, c'est assez favorable. Et donc, il y a plein d'infographies disponibles, de plus en plus de data. Très rapidement, pour reprendre peut-être les 4 points les plus importants d'externalités négatives. En gros, chaque année dans le monde, il y a 100 milliards de vêtements qui sont vendus sur les 2 dernières années. Donc, c'est colossal. Il y a une production qui a doublé en 14 ans, entre 2000 et 2014. Donc, tu l'as mentionné, c'est hallucinant en termes de surconsommation. Et ça représente 4 milliards de tonnes d'équivalent CO2, l'industrie textile. Donc, ça en fait une des industries les plus polluantes d'un point de vue carbone et aussi une des plus polluantes d'un point de vue eau, parce que c'est la 3e industrie qui a la plus grande prédation sur la ressource en eau
donc lacs, rivières, nappes phréatiques et compagnie. Le poids carbone, il est plus gros dans l'industrie textile que dans l'industrie maritime, le fret maritime, et aéroportuaire réunis sur les vols internationaux. Donc c'est quand même un peu frappant. Et le dernier chiffre un peu catastrophe, et après on s'arrêtera là, c'est que si on continue les projections à 2050 avec la même intensité de production des ressources, l'industrie textile est censée peser pour 26%, donc un quart des émissions globales de gaz à effet de serre mondiales. Donc on voit que ce n'est pas un petit sujet en fait, l'industrie textile. Pour revenir maintenant très rapidement, plus en micro, il y a 5 étapes principales de la consommation d'un textile. Je ne sais pas si j'ai le temps de les détailler ou pas. Tu peux, je t'arrêterai si c'est trop long. Vas-y. Parce que dans ces 5 étapes, on voit bien à chaque fois l'externalité négative et quel est le problème. La première, c'est vraiment la production des ressources, de la matière première. Exactement. Et donc là, il y a deux choses, parce que que ce soit des ressources naturelles ou des ressources fossiles, comme le pétrole pour le polyester, on est vraiment sur un système linéaire, comme tu l'as mentionné, qui est extractiviste sur des ressources qui ne sont pas renouvelables. Et il y a 2 problèmes, c'est parce que les deux matières les plus utilisées, la star aujourd'hui naturelle, c'est le coton. Sauf que le coton, en effet ricoché, c'est une des industries des cultures les plus intensives et les plus nocives sur la ressource en eau. Il y a un quart des fibres naturelles aujourd'hui produites qui sont issues du coton. Sur les engrais, 4% d'utilisation des engrais mondiaux sur l'azote et le phosphore, et sur les pesticides. Donc on est vraiment sur une monoculture hyper intensive, en plus externalisée dans des pays sous-développés. Sur la partie fibres non naturelles, le polyester, c'est quoi ? C'est une dépendance directe au pétrole. Et aujourd'hui, 50% des fibres non naturelles des habits dans le monde sont issues du polyester et sont issues directement de l'industrie pétrochimique et du pétrole. Donc on a vraiment cette première étape qui est clé et qui est la plus pondérée sur les externalités négatives eau, chimie et carbone sur la production des matières premières. Je ne vais pas faire toutes les autres matières, viscose, lyocell, etc., mais chacun a son impact et son lot de déconvenus. La deuxième étape, c'est la fabrication. Là, on est sur vraiment des cycles longs. La fabrication, évidemment, va retrouver beaucoup d'externalités négatives environnementales, mais là, on va avoir un gros impact majeur social, emploi, parce que les 2 gros centres mondiaux aujourd'hui, c'est plus la Chine, mais c'est le Bangladesh et le Pakistan. Après, effectivement, il y a de façon générale un peu plus largement l'Asie. Et donc là, on va être dans des conditions d'emploi en fait désastreuses en droits humains, en sécurité et en santé. On va retrouver également des problèmes très forts d'externalité climatique, parce que sur la phase de confection qui est très large, il y a la filature, il y a le tissage, il y a la teinture, il y a l'ornement, c'est vraiment très processé. Et la phase de teinture est très nocive et on retrouve le problème chimique et sur l'usage abusif de l'eau. Et on estime que la phase de teinture est responsable de 20% de la pollution de l'eau à l'échelle mondiale. Donc, c'est vraiment des chiffres assez frappants. Surtout quand on pense à un produit qui n'est pas un produit de première nécessité et qu'on consomme de plus en plus avec une dimension de jetabilité qui est communément admise. Exactement. Ensuite, on a la 3e étape qui est le transport. Donc, il se trouve que le transport n'est pas le plus gros poids carbone, en fait, sur toute la chaîne de valeur textile. Le transport a un impact, mais n'est pas le principal. Après, ça se challenge, parce que j'ai lu récemment, d'ailleurs, sur un article que tu as écrit sur le poids, le nombre d'avions journaliers pour Chine, alors, j'ai plus le chiffre, je crois que c'est combien de Boeing ? 100 et quelques Boeing. Équivalent 108 Boeing 777 pour Chine et TMU, 9000 tonnes de produits par jour. En avion. Bravo pour la mémoire. Voilà. Donc effectivement, ça vient rebalancer un peu ce que j'ai dit. Le transport dans ces conditions commence à peser sur toute la chaîne de valeur textile. Et également, si on voit la chaîne de valeur de la confection, qui est assez absurde, où on cultive à un endroit de la planète, on file à un autre endroit de la planète, on tisse à un autre endroit de la planète, c'est renvoyé, c'est teinté, ça repart en France, c'est renvoyé à l'autre bout du monde pour être confectionné. Donc la chaîne globale aussi logistique pour arriver au produit fini est extrêmement intensive et énergivore. La 4e étape, c'est on les arbore. Là, le sujet, ça va plutôt être les microparticules et le lavage, notamment l'usage. Et en soi, la dernière étape, c'est on les jette, on s'en lasse, évidemment. Une partie n'est jamais portée. Et ça pose la question du réemploi et de l'organisation des chaînes de collecte et de tri.
avec aussi des externalités négatives parce qu'une partie Loom, on en a beaucoup parlé, mais est envoyée dans des pays d'Afrique subsaharienne, dans des déchetteries à ciel ouvert. Je reboucle avec la raison de, la thématique de l'épisode, le lien avec le financement, en fait, pour qu'on comprenne vraiment bien la mécanique de pressurisation et de d'essorage, finalement, de ces marques en vue de la rentabilité pour les investisseurs. Est-ce que tu peux nous expliquer cette corrélation entre ce que tu viens de décrire et puis la problématique du financement ? Oui, il y a un terme qui est hyper important de mentionner, c'est la notion de primo vice qui incarne ce phénomène de comment la finance et l'investissement capitaliste traditionnel impacte toute la chaîne de valeur. Et donc la primo vice, c'est quoi ? Imaginons qu'il y a une entreprise qui délocalise au Bangladesh. Donc elle fait produire au Bangladesh à des coûts extrêmement bas. D'ailleurs, c'est un peu l'émergence aujourd'hui de la fast fashion, de l'ultra fast fashion et du low cost repose uniquement sur cette dimension-là de l'équation, produire au coût le plus bas possible. Donc cette entreprise qui délocalise au Bangladesh va ignorer le coût des externalités négatives sur la santé, sur le social, sur l'environnemental, et laisser finalement ce coût-là à la société. Et donc, en faisant ça, elle va s'octroyer un avantage concurrentiel par rapport à des marques qui vont se dire, tiens, moi, j'aime mieux produire. Je vais produire au Portugal, en Europe, en France. Je vais faire attention à mes appros. Forcément, on ne joue pas dans la même cour et il y a un rapport de force parce que l'entreprise au Bangladesh a cet avantage concurrentiel qui, pour moi, est totalement criminel. Enfin, n'ayons pas peur des mots, je pense qu'il faut quand même le dire. Mais elle va pouvoir bénéficier de marges maximisées en jouant avec ces règles du jeu-là. Et donc, finalement, il y a un encouragement à avoir des pratiques sociales et environnementales désastreuses pour maximiser les marges de l'entreprise et donc derrière pouvoir remonter les dividendes si on remonte la chaîne. C'est assez caricatural. Moi, mon message, il n'est surtout pas de dire les grands méchants financiers. Enfin, on fait partie pleinement de l'univers financier chez Lita. On a des très fortes convictions aussi que l'économie est nécessaire et que c'est un bel outil, que notre industrie, comme plein de fonds d'investissement, est une belle industrie. Par contre, c'est comment on l'utilise, dans quel degré et quels bénéfices on est prêt à concéder pour accompagner la transition. Donc, c'est important de le dire. Mais voilà, donc avec cette notion de primo vice, on comprend en fait comment produire moins bien bénéficie directement sur la rentabilité des entreprises. Et on comprend aussi la dimension juridique qui consiste à appliquer le principe du pollueur-payeur. Oui, tout à fait. Que tu peux peut-être nous expliciter et que peut-être dans un deuxième temps, tu peux nuancer. Oui. Voilà, savoir est-ce que c'est bien ou pas. Donc effectivement, ce que tu mentionnes, en fait, c'est de dire donc le principe pollueur-payeur, c'est une loi récente qui a été votée là en mars à l'Assemblée à la majorité, si je dis pas de bêtises. Un épisode sur le sujet avec Anne-Cécile Violent et Yann Rivolan. Excellent. Donc, je dis pas de bêtises. Sur le principe de la loi bonus-malus. Donc, ça, c'est assez cool quand même, il faut le dire, parce que ça montre que le législateur en France fait des choses, s'empare du sujet. Et parce que, j'ai pas eu le temps de le dire, mais pour moi, on y reviendra après peut-être sur le rôle du consommateur versus le rôle de l'entreprise, qui doit faire quoi. Mais en tout cas, la voie réglementaire est clé pour changer les règles du jeu du système avec une meilleure taxe carbone et effectivement ce bonus-malus écologique. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que quand on achète un vêtement, on paye une éco-contribution. Mmh. L'éco-contribution qui est modelée sur le principe de pollueur-payeur. C'est-à-dire que plus je pollue, plus je paye, moins je pollue, moins je paye. Et cette éco-contribution est reversée à un éco-organisme qui, pour la mode, est Refashion, qui va utiliser cet argent pour investir dans des systèmes, notamment de fin de vie, collecte et tri. Donc, c'est pour essayer de mettre en place, compenser les externalités négatives. Donc, pas sur toute la chaîne, parce que le gros de l'externalité négative de la mode, c'est quand même la production amont et les matières premières et toute la chaîne que j'ai décrite il y a quelques minutes. Mais en tout cas, ça va être favorable pour repenser les systèmes de tri et de collecte. Et donc, il y avait une critique sur cette loi bonus-malus, parce que l'éco-contribution est de quelques centimes. Je crois que c'est 1 centime par vêtement. Et la loi passée en mars a été beaucoup plus ambitieuse, où on va pouvoir pénaliser les entreprises qui polluent le plus. Et cette éco-contribution, donc cette pénalité, peut monter jusqu'à 10 €
par pièce. Donc ça change quand même la donne, on change d'échelle. Donc on n'a pas encore les seuils, etc. Mais l'idée, c'est de dire, ça va se jouer en fonction des volumes mis sur le marché. La fast fashion, tu le disais, c'est 500 nouvelles pièces par jour, 50 collections par an. L'ultra fast fashion, c'est entre 5000 et 8000 pièces par jour, donc c'est encore lunaire. Et donc ce seuil d'éco-contribution va s'ajuster en fonction de l'intensité des volumes mis sur le marché. Et c'est pas une TVA, donc ça va pas être payé par le consommateur, c'est payé par les marques qui mettent des vêtements sur le marché. Après, la marque est libre de répercuter sur le prix final consommateur. Mais bon, sur des marques qui ont tout leur modèle économique basé sur du low cost ou de l'entrée de gamme, ils ne vont pas pouvoir répercuter 10 € par pièce. Dans ce projet de loi, il y a aussi la dimension sensibilisation citoyenne à la surconsommation. Oui. Est-ce que, t'en parlais, donc il y a le rôle des citoyens, ce ne serait pas une des clés de solution aussi de limiter tout simplement notre consommation de vêtements ? Oui, alors j'ai pris ma gorgée au mauvais moment. Alors ça, c'est une vaste sujet. Effectivement, bon, il y a un consensus de toute façon des acteurs de la mode éthique de dire la sobriété est quand même la pierre angulaire du nœud de ce problème. Et donc, ça passe par consommer moins, mais mieux, être beaucoup plus frugal. Et lutter contre l'ultra-consommation. Alors après, moi je pense que les préoccupations écologiques, elles peuvent venir du consommateur, elles doivent venir du consommateur et c'est très bien. Et on a eu la même prise, cette conscientisation dans la bouffe, sur qu'est-ce que je consomme, les filières agricoles, etc., sur pas mal d'autres secteurs. Et là, on est de plus en plus exigeant dans la transparence de la mode. Donc c'est bien. Après, moi je trouve que juste avoir le discours de dire c'est au consommateur de demander des produits plus vertueux et de boycotter des grands groupes et de pousser vers le bas, c'est un discours qui me gêne un peu plus parce que je le trouve assez néolibéral, où on nommait, où on légitime un marché qui est juste là pour répondre à la demande des consommateurs individuels et qui ne se remet pas en cause. Et c'est là où je pense qu'il y a un vrai rôle des financeurs, parce que les financeurs détiennent souvent la gouvernance, et on revient sur mon exemple précédent, pour impacter le changement dans les boîtes existantes, et le poids de l'État, qui est garant quand même de la prospérité, bien-être environnemental, climatique, et pour donner un cadre, des normes par la taxation, par des incitants fiscaux, enfin par pas mal de leviers pour drainer cette sobriété. Je ne sais pas si tu veux que je continue à développer parce qu'il y a un axe très important. Dis-moi. En fait, parce qu'il y a une pub de l'ADEME qui est sortie en fin 2023, où on voyait un vendeur qui dévendait, donc un dévendeur, qui conseillait à un client de dire en fait, votre polo, il est très bien, pas besoin d'acheter. Et donc, cette publicité était un peu... a mis un peu d'encre, fait couler de l'encre, parce que les syndicats, les lobbies se sont dit, en fait, le milieu du prêt-à-porter est ravagé en France. Les boîtes, pas du luxe, mais en tout cas du milieu de gamme, peinent à vendre. C'est irresponsable parce que si vous incitez à la déconsommation, vous mettez en péril, et il y a un déclassement, pour prendre le terme d'Edgar Morin, économique des distributeurs et des boîtes françaises. Et donc ça, c'est un raisonnement qu'on entend beaucoup. Et donc ça revient à dire, est-ce qu'il y a un antagonisme entre sobriété et prospérité ? Donc moi, j'ai une réponse. Pourquoi on est convaincu, et là encore une fois, j'invente rien, c'est une ligne forte du collectif en mode climat, parce qu'il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César sur leur travail, mais c'est un raisonnement qui est assez percutant et je voulais l'utiliser aujourd'hui aussi. Donc on n'a jamais acheté autant de vêtements. Si on rezoome sur la France, on a mis sur le marché en 2022-2023 2,7 milliards de vêtements. Les boîtes d'œufs, c'est 2,5 milliards, donc plus de vêtements que deux boîtes de 6 œufs. Et si on enlève tous les invendus, parce qu'il y a un gros phénomène d'invendus, c'est 40 vêtements par Français, par an, en moyenne, 9. On a aussi dit que pour la planète, il faut acheter moins. Je ne vais pas reprendre toutes les années négatives, mais on voit bien la corrélation environnementale et sociale. Et donc là, on pourrait se dire, OK, si on ne fait pas de la sobriété, on peut faire du technosolutionnisme. De dire, on peut investir massivement dans des solutions de R&D pour venir pallier les problèmes environnementaux.
Alors, la limite du raisonnement, c'est que cette solutionnisme tech ne résout pas les problèmes sociaux, qui sont très fortement pondérés dans la chaîne de valeur textile. Ni la dépendance massive à l'énergie. Ni pas mal de choses, effectivement. Bien. Moi, sur l'ITA, on finance beaucoup de green tech, de deep tech, et sur la mode, c'est aussi un sujet. Par contre, de là à dire que dès demain, sur les 3 prochaines années, c'est la solution techno qui va nous sauver, j'ai mis quelques doutes, en fait. C'est largement insuffisant. Pourquoi ? Parce que, les ordres de grandeur permises par les solutions existantes, type le recyclage, sont pas assez fortes. C'est-à-dire que le recyclage, on estime que si on arrive à le passer à l'échelle, à date, on va économiser entre 5 et 6% de carbone et 5 à 6% de la consommation en eau. Ça pose d'autres problèmes pour le recyclage qui est re-énergivore, etc., etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas développer ces solutions, c'est très bien de le faire, mais ça ne peut pas être une solution unique et on doit passer par la sobriété. Le deuxième problème des innovations techniques, c'est que ça ne se déploie pas assez rapidement. Parce que quand le centre de production, et c'est aussi pour ça que c'est hyper intéressant la relocalisation. La relocalisation, c'est pas juste un sujet de patriotisme et de fierté française. C'est qu'on a un meilleur contrôle en fait des externalités négatives. Quand les centres de production sont encore massivement au Bangladesh ou au Pakistan, en fait, on ne peut pas décarboner ces industries. Parce que pour décarboner l'usine, il faut des technos hyper innovantes de récupération de chaleur fatale, de récupération de carbone, de traitement des eaux usées. Et c'est surtout que la grosse partie du bilan carbone dans la production, c'est l'usage de l'énergie initiale. Sauf qu'on est dans des pays où le mix énergétique est très largement carboné parce que dépend entièrement de ressources fossiles. On n'a pas une ambition de développer les énergies renouvelables au Bangladesh pendant les 10 prochaines années. Donc on voit que la limite de la pensée technosolutionniste sur la phase de production et de décarbonation. Et donc on arrive à cette solution de dire finalement pour résoudre le problème, il faut consommer moins et produire localement. Produire localement, pourquoi ? Parce qu'en ayant des usines locales, on a des meilleures normes environnementales. On a une partie forte de l'électricité qui est déjà décarbonée de par notre mix énergétique, et on a des normes sociales et de travail forcément très encadrées. Il y a un autre aspect, c'est le poids. Parce que si je file le raisonnement, on a dit la sobriété, ça veut dire déclassement économique. Et donc on l'a vu, les marques qui ont fermé, Kuka, Jennifer, etc., on s'est dit, est-ce que en fait c'est parce que les Français ont arrêté de moins consommer à cause d'un problème de pouvoir d'achat, à cause de l'inflation ? Et pas forcément. Là on a vu un phénomène des chiffres 2023 où en fait on se rend compte qu'il y a eu un déport de consommation vers des marques encore plus low cost et ultra low cost. Et donc, on se rend bien compte que le sujet, c'est pas tant le rythme de la consommation, mais on arrive à comprendre dans les chiffres que c'est finalement l'émergence de l'ultra low cost qui a été défavorable au secteur et qui a engendré le déclin des marques intermédiaires abordables à semi-premium. Et à quel point c'est important de lutter contre l'ultra, j'ai pas le terme, mais en tout cas faire moins low cost. Il y a un tableau assez intéressant, c'est les parts de marché en volume des 10 plus grandes enseignes en France dans le textile. En fait, on se rend compte que les 10 plus grandes enseignes, la première c'est Kiabi, et ensuite c'est que de la GSM. C'est Leclerc, Carrefour, Action, Auchan, Primark, Intersport, Decathlon, Lidl, et en 10e position, H&M. Donc on voit ce phénomène. Aujourd'hui, 7 vêtements sur 10 achetés en France et achetés dans une de ces enseignes avec une proposition de low cost. Donc on voit que le modèle d'ultra-consommation de low cost est aussi néfaste pour l'économie parce que vient en prédation à des marques établies de marché qui peuvent opérer à un moment donné une transition, mais qui n'arrivent plus à suivre pour avoir un positionnement tarifaire abordable. Alors, je te propose qu'on passe à la partie qui concerne vraiment spécifiquement l'ITA et qu'on soit efficace à ce sujet, que tu nous expliques un petit peu, notamment peut-être pour commencer la question de la gouvernance. Donc on a compris que c'était un mode de financement participatif basé sur des portefeuilles citoyens. Donc n'importe qui peut investir chez l'ITA dans différents types d'entreprises, dans différents types de secteurs et dans la mode en particulier. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi, si moi j'investis, ça me garantit que donc ce qu'on appelle la gouvernance dans l'entreprise dans laquelle j'investis respectera en fait les
les indices de rentabilité qui ont été négociés au départ. Exactement. Donc c'est intéressant parce que donc, nous, effectivement, le citoyen choisit dans quoi investir. On fait vraiment ce qu'on appelle un circuit court de l'épargne, où on permet à chaque citoyen de choisir son investissement. Donc ça a aussi un peu ses limites dans le sens où ça reste de l'investissement risqué parce ce qu'on propose est essentiel pour l'impact. Après, ça ne peut pas concerner 100% de ton épargne. Il faut diversifier, c'est hyper important. C'est du non-coté, donc il y a des risques de perte de capital et c'est liquide. Donc ça peut, généralement, ça concerne 10% de ton épargne et tu diversifies au maximum. Mais le point, c'est que quand même, c'est aujourd'hui l'investissement le plus pur parce que tu as directement accès à l'entreprise et à ce qu'elle fait. Et donc nous, en tant qu'investisseurs à impact, on prend des garde-fous assez importants à différents niveaux. Donc déjà, le premier point crucial, c'est l'attentionnalité du dirigeant. Tous nos entrepreneurs, que ce soit des très grosses ETI qui veulent se transformer comme des jeunes boîtes en création, il y a quand même une intentionnalité, une vision entrepreneuriale sincère de structurer l'écosystème, de s'opposer au système existant et de faire croître sa boîte. Effectivement, il y a la partie rentabilité. On regarde, nous, la viabilité du modèle économique. On s'adapte en fonction du besoin de l'entreprise. Et ensuite, il y a toute une flopée d'engagements d'impact qu'on va prendre contractuellement dans la documentation juridique. Donc, si on a une action, on signe des pactes d'actionnaires. Donc, c'est un document qui régit les droits et devoirs des parties. Et dedans, il y a un business plan d'impact avec des indicateurs concrets. On prend aussi des engagements forts où on demande aux entreprises de modifier, quand ce n'est pas le cas, leur objet social et d'inscrire une mission environnementale et sociale au cœur de leur objet social dans les statuts. Et ensuite, il y a tout un système de reporting semestriel et annuel qui est mis en place. Donc, il concerne à la fois des KPI, des indicateurs financiers et extra-financiers. Exactement. Donc, par exemple, je dis n'importe quoi, mais captation carbone, plus sur l'impact social, indice de circularité, etc. Qui sont un petit peu sur mesure pour chacune des boîtes. Sur mesure pour chacune des boîtes. Donc, par exemple, si tu finances, si moi, je décide que je mets 4 000 € dans une entreprise française qui est en transformation, admettons une PME qui fait 250 millions de chiffre d'affaires et qui souhaite relocaliser encore une partie de son activité, il va y avoir des critères qui seront plus axés relocalisation, démarche sociale. Pourcentage de produits issus de la relocalisation, c'est ça. Impact carbone, exactement. Versus, je suis une jeune entreprise qui fait 2 millions de chiffre d'affaires et je fais une alternative végétale au cuir, par exemple. Exactement. Et donc, je crois que c'était le cas c'est Rombo, c'est ça Viron, pardon, qui est en ce moment en cours de levée sur la plateforme. Voilà, qui n'a pas du tout les mêmes objectifs, exactement, mais qui va être aussi de façon hyper sectorielle par des experts chez vous, à la fois guidés dans la définition du cahier des charges à laquelle vous cédez la possibilité de lever sur la plateforme et qui sert aussi de référentiel pour moi, citoyenne, qui veut mettre 4 000 € dans cette boîte. Exactement. Ok, hyper clair. Ça, c'est sur la partie action. En étant actionnaire, tu as le droit de voter chaque année aux assemblées générales. Donc, on organise les votes via la plateforme. Et donc, tu peux avoir accès de façon transparente à tout le reporting sur ton entreprise. Sur la partie financement obligataire, donc assimilable plus avec de la dette, souvent, ce que l'on fait, c'est qu'on met une prime d'impact dans la dette pour être incitatif, où il y a une partie du taux d'intérêt qui est payée et une partie du taux d'intérêt qui est due uniquement si l'entreprise n'a pas atteint ses objectifs d'impact. Donc, c'est un peu un comportement incitatif de l'investisseur pour dire, je ne prends pas ce taux d'intérêt complémentaire, mais tu as des engagements forts de transition et d'impact. Et là, sur le même modèle, on audite annuellement en fonction de l'impact choisi. Comment ça se passe quand je veux faire la démarche d'être accompagné par l'ITA pour ma levée de fonds ? Tu vois, est-ce que tu peux nous parler de le process d'accompagnement en accéléré et puis la durée moyenne de l'obtention aussi de ces capitaux ? Oui. Donc, il y a effectivement un process d'accompagnement. Donc, soit les entreprises viennent nous voir et déposent un dossier sur la plateforme, soit après par l'écosystème. Et nous, effectivement, on va aussi chercher des entreprises. Donc, il y a une partie amont de structuration de dossier qu'on appelle la due diligence, qui est une phase assez importante parce que c'est là où on fait une revue des états financiers, une revue stratégique du business plan, une revue des éléments d'impact, de la gouvernance, etc. Et donc, on présente un dossier. Souvent, on est co-investisseur. Donc, on va vraiment avoir un rôle de conseil pour l'entreprise. Ça dépend du stade de maturité. Généralement, les boîtes très jeunes amorçage de 0-2 ans
ont moins l'habitude des codes financiers. Donc, on va vraiment les accompagner et les aider à aller chercher des co-investisseurs, soit business angels, soit autres fonds à impact de la place. Sur des boîtes plus structurées, généralement, elles ont davantage les codes et on prend le dossier en cours. Donc, il y a cette phase-là qui dure entre quelques jours et un mois en fonction de la taille, de la boîte, du besoin, etc. On va aussi avoir un rôle très pédagogique de conseil sur l'impact pour définir un cahier des charges plus ambitieux, sur la gouvernance, pour mettre en place une gouvernance participative, pour travailler le partage des richesses. On a aussi une ambition d'influencer plus globalement sur la vision holistique d'une entreprise. Ce n'est pas que l'impact par mon produit ou mon service, c'est aussi l'impact par mes convictions, moi, en tant qu'entrepreneur. Mais ça, et excuse-moi pour aussi bien comprendre, sur peut-être la hiérarchisation des priorités, parce que tu peux pas tout faire en même temps, en particulier quand tu es une grosse boîte qui cherche à se transformer. Tu vas avoir des axes prio de décarbonation, d'entrée dans le régénératif pour tes appros, de circularité en aval, etc. Donc vous accompagnez aussi dans cette réflexion de structuration des priorités. Exactement. Et de leur financement. C'est ça, généralement on investit sur 5-7 ans, donc il y a une roadmap assez longue qui est établie. Et effectivement, il y a l'enjeu de bien choisir ses combats. Le combat prioritaire, c'est la mission. Donc c'est comment mon produit ou mon service est en adéquation avec la stratégie de résolution du problème environnemental ou social. Donc là, c'est vraiment la clé de voûte, et les indicateurs d'impact vont être très centrés sur mon chiffre d'affaires et drainés directement par la résolution de ces problèmes. Ensuite, il y a le deuxième niveau d'analyse, c'est l'entreprise elle-même. Donc, c'est comment je travaille ma gouvernance, comment je travaille des emplois inclusifs, de qualité, les parcours de formation, comment je partage les richesses. Et l'ITA est aussi un vrai outil de partage de richesses, puisque ça permet aux clients, aux parties prenantes, aux salariés de pouvoir bénéficier aussi du financement des entreprises. Et ensuite, on a un troisième axe qui est plutôt les externalités négatives, la chaîne de valeur. Parce qu'on peut avoir un impact positif. Je récupère des matières recyclées, réemployées, et j'en fais des nouveaux produits sur le marché ou de seconde main. Par contre, j'ai une chaîne de valeur qui, elle, sur les appros, le transport, etc., peut avoir des externalités négatives. Et donc là, on va être plutôt sur des considérations sociales, environnementales, biodiff, carbone. Et donc, on va vraiment avoir ces trois grilles de lecture, et on va définir une roadmap en fonction. Voilà, c'est ça qui est important. Ça, c'est la partie, on va dire, setup, amont. Ensuite, comment se passe la campagne ? Puisque donc, tu l'as mentionné, il y a 160 000 personnes dans votre communauté. Évidemment, quand on est une marque... alors, idéalement, quand on fait du consumer goods, qu'on vend des produits directement au client final, mais quand on est aussi, pourquoi pas, une entreprise amont, encore une fois, qui fait du textile et qu'on a besoin de se transformer, on vient avec son propre réseau qu'on peut inciter à soutenir, inciter à soutenir, tout simplement. Mais comment est-ce que vous amplifiez ce mouvement en rendant visibles ces campagnes qui sont peut-être le pendant de ce qu'on connaît plus généralement de crowdfunding, sauf qu'en échange de ton investissement, tu as un produit fois que la campagne est finie. Là, tu as un petit bout de l'entreprise. Donc, c'est quoi toute la dimension un peu pub et marketing, quelque part, des campagnes Oui, exactement. Il y a une grosse partie. Donc, ça dépend beaucoup de si l'entreprise est très B2C ou très B2B. Oui. Nous, nos très grosses collectes sont autant sur le B2C que sur le B2B. Je pense parce que ce qui va être une clé importante de succès de campagne, c'est la vulgarisation de l'impact. Et c'est pour ça qu'on a des boîtes B2B extrêmement complexes sur l'amont industriel, mais qui ont un tel impact systémique de filière. Les gens vont s'emparer en fait du message, et il va y avoir vraiment une adhésion forte. Sur la partie animation, donc, après c'est très variable en fonction du désir de l'entrepreneur. Il y a des entrepreneurs qui viennent nous voir en disant moi je veux en faire un temps très fort de communication marketing, d'intégration de toute ma base client, parce que c'est ça ma valeur aussi d'entreprise à impact, c'est de redonner du profit à mes clients et d'avoir ce circuit assez vertueux. Et donc là, effectivement, on va avoir des actions très ciblées sur la communauté cercle A de l'entreprise. D'autres entrepreneurs qui, au contraire, vont nous dire moi, j'ai pas forcément envie d'intégrer mes clients ni mes parties prenantes. Moi, je suis venu chercher du capital et de l'argent chez vous. J'ai pas forcément de réseau. Et donc là, on va être sur l'apport de la communauté de l'ITA en tant qu'investisseur. Donc, en fonction du grade et de l'intérêt de l'entreprise, on va vraiment s'adapter. Et ensuite, on décline toute une stratégie de campagne. Donc, ça passe sur le site directement, en pré-collecte et en collecte. Ça passe par des relais presse, ça passe par du digital, ça passe par des événements présentiels, ça passe par pas mal de
chose au niveau territorial, parce que souvent il y a des boîtes qui viennent nous voir aussi pour avoir un ancrage territorial plus fort, notamment dans l'agriculture, sur des filières où ça leur tient à cœur vraiment de pouvoir intégrer les parties prenantes directes locales. D'autres qui vont avoir une approche beaucoup plus européenne et massifiée. Donc on fait vraiment du cas par cas avec cet accompagnement complet digital et ERP. À date, assez rapidement, mais est-ce que tu peux nous parler du volume global d'investissement de l'ITA ? Oui. Nous donner peut-être un ou plusieurs cas concrets rapidement, mais de noms de marques qu'on peut connaître, tu vois, que vous avez aidé à financer, et le cas d'une marque peut-être en transformation idéale que vous aimeriez avoir. Oui, à date, on a collecté quasiment 200 millions d'euros sur la plateforme. Oui. On va dire moitié en action, vraiment sur la partie investissement, l'autre moitié sur du financement de dettes obligataires, avec un portefeuille qui est un tiers des boîtes en amorçage, donc plutôt start-up 0-3 ans. Même 0,5, un tiers des structures matures, PME, et un tiers sur des projets que je disais actifs réels, donc immobilier et infrastructure ONR. Donc ça représente un peu plus de 200 projets financés sur un tas de secteurs d'activité. Donc le top 3 de nos secteurs, c'est agriculture, alimentation sur toute la chaîne de valeur, notamment l'amont agricole, une grosse partie industrie, énergie, matériaux et une grosse partie consommation responsable. Après, on a aussi une poche culture, médias, santé, accessibilité, immobilier. Donc on est assez diversifié. Et ça représente 160 000 membres et un peu plus de entre 40 et 50 000 investissements. Voilà, ça, c'est les chiffres concrets à date. Sur le portefeuille textile ou mode, nous, on a une approche chaîne de valeur à chaque fois, parce qu'on pense que c'est clé pour avoir une très bonne compréhension de la filière, de pouvoir investir et soutenir les acteurs à tous les niveaux. Parce que pour changer le modèle, il faut de l'émergence sur l'amont, en innovation, comme sur l'aval. Donc, on a des marques de mode engagées. On a Loom, 1083, le slip français, Patine, et j'en passe. Je ne vais pas connaître d'Aper, il faudra que je les cite tous, mais on a pas mal de marques très engagées, mode masculine ou féminine. On essaye aussi de soutenir des initiatives. C'est moins directement corrélé au poids carbone de l'industrie, mais on n'en a pas parlé, mais on essaye aussi de faire émerger l'enjeu de la mode inclusive, qui se challenge sur les tailles, le marketing, enfin toute cette partie-là aussi qui est hyper importante. Mais sinon, les marques, effectivement, essayent d'apporter des produits mieux disants, qui est mieux produits en Europe et avec des meilleures matières. On va aussi beaucoup regarder l'amont productif sur des usines et des boîtes qui vont essayer de créer des nouvelles filières. Donc, on a travaillé sur la question du lin, notamment, qui est un gros problème en France, parce que 90% du lin est produit en France, dans le monde, et envoyé filé et tissé à l'étranger. Et donc, il y a un enjeu de pouvoir intensifier l'usage des fibres naturelles en France, lin, chanvre, etc., et de se redoter d'un parc industriel mutualisé. Donc, on va beaucoup regarder des boîtes PME qui ont ces outils ou des nouvelles marques qui veulent mutualiser en multimarque pour réouvrir un centre productif en usine. On va aussi bosser avec des innovations sur de la captation carbone, sur des nouveaux modules ou sur de la logistique aussi. Après, notre approche, elle est pas jusqu'au boutiste dans le sens de dire ça, c'est l'impact qu'il faut, c'est ça qui est la vision juste. On prend beaucoup de recul par rapport à ça. Je pense qu'on a une approche assez modérée et honnête où notre mission, c'est vraiment de dire est-ce que la boîte est viable ? Quel est l'impact in fine qu'elle propose ? Et est-ce qu'il y a un alignement ? Et ensuite, les gens se font leur avis. Nous, on a vraiment un rôle de transparence et de pédagogie, et de dire, cette boîte-là, elle est sur la partie logistique. Bon, la partie logistique, c'est que X% de la chaîne de valeur, donc c'est pas la solution pour résoudre le problème de la mode, mais pour nous, on pense que c'est une brique intéressante. Libre à vous, après, de vous faire votre opinion aussi. C'est vraiment la démarche de l'ITA, d'essayer aussi de pousser des innovations qui sont additionnelles à différents degrés sur la chaîne de valeur d'une filière. Et petit disclaimer, parce que moi, avant qu'on discute dans un cadre professionnel, il y a quelques années, j'avais été intéressée pour investir. Et il y a un vrai accompagnement avec des opérateurs et des opératrices qui viennent, qui prennent rendez-vous
rendez-vous avec toi, qui t'explique, qui soit sûr que tu es bien compris ce que c'est qu'une action, une obligation, les enjeux, la boîte dans laquelle tu vas investir, qu'est-ce qu'elle fait précisément, etc. Je reviens sur la question de l'exercice de pensée du client idéal en transformation. Tu peux mentionner des marques, mais en gros, c'est quoi la marque que tu voudrais voir se transformer ou décarboner, qui pourrait investir chez vous pour ça ? Chercher de l'investissement. En PME, ETI emblématique française, je pense qu'une marque comme Rossignol, ça pourrait être très fort. Sur les accompagner à leur alignement climatique, 1,5 degré. Petit bateau aussi, je pense que c'est une marque qui est dans le cœur des Français, emblématique, et qui, je trouverais dommage, rate leur transition, en fait. Parce que c'est des marques emblématiques, quand même, de qualité. Ce genre d'acteur, je pense que ça serait hyper excitant. Alors, j'ai 4 questions qui sont d'autres exercices de pensée, mais hyper rapides, parce qu'on était très bavards, mais en même temps, c'est passionnant et complexe. Là encore, je me fais un peu l'avocate du diable. Mais disons que je finance mon entreprise avec l'ITA. Mais le compte de ma boîte, il est à la Société Générale. Et l'argent étant fictivement stocké dans cette banque, elle est libre de l'utiliser temporairement à d'autres fins. C'est une vision très simplifiée d'économie. Mais est-ce que, de fait, les effets bénéfiques s'annulent si jamais ça part notamment dans des projets fossiles? Oui, les effets bénéfiques peuvent s'annuler. C'est une grosse partie du plaidoyer porté par Eva, mon associé, et Rift, qui est justement l'outil pour scanner son épargne et ses comptes et ses livrets, et de savoir où va l'argent, donner plus de transparence. Et le poids, carbone, biodive, exposition au travail forcé, etc., avec plein d'indicateurs. Et donc, lui a un compte à la Société Générale, potentiellement, en fonction de comment est placé cet argent, sur des comptes à terme, sur toute la chaîne derrière de financement, peut avoir un impact très fort négatif. Très clair. Deuxième question. Disons que je finance à nouveau mon entreprise avec l'ITA, que j'ai plus de 5000 contributeurs et contributrices. Qu'est-ce qui se passe en conseil d'administration ? Qui parle pour qui ? Quel avis faire valoir ? Oui, ça c'est une question souvent posée par les entreprises. Je vous rassure, il n'y a pas 5000 personnes qui vous contactent en direct. Le modèle, ça permet aux gens d'investir en direct, mais derrière, ils sont rassemblés dans un véhicule qui est une holding, où il y a un représentant unique de la holding. Donc tout le monde a accès à la documentation, mais derrière, ils votent, et c'est le représentant de la holding qui fait valoir le vote final dans l'entreprise. Donc il y a vraiment la partie tech d'ailleurs de la plateforme qui permet de gérer les flux financiers et administratifs, d'intermédier la relation et d'avoir toute la valeur et la puissance d'une communauté sans avoir les désagréments effectivement de gestion pour l'entrepreneur. Merci beaucoup. Alors, disons maintenant que j'ai levé des fonds avec l'ITA, donc j'ai dilué mon capital et j'ai défini des objectifs, mais auparavant, j'avais déjà levé de l'argent à hauteur de 30%, par exemple, auprès d'un fonds, quel qu'il soit. Qu'est-ce que je raconte à mes précédents actionnaires ? Comment est-ce que je fais une moyenne de mes KPI ? Comment ça se passe ? Alors, ça, c'est des schémas très souvent, parce que les boîtes se financent, une jeune boîte va se financer 4 à 5 fois sur 5 ans en action, généralement pour émerger et croître. Et donc, on est souvent co-investisseurs avec pas mal de fonds et d'acteurs professionnels. Et il y a le rapport aussi avec les historiques. Donc, en fait, si la question porte comment vendre l'ITA, effectivement, souvent, nous, on est utilisé parce qu'il y a une forte additionnalité du financement. Parce qu'on ramène des montants assez importants et sur mesure aux besoins de l'entreprise. Il y a la puissance du label Impact, où on est devenu une marque Impact très forte, et avoir une ligne de financement de l'ITA, ça témoigne aussi de l'engagement de l'entreprise. Et après, il y a la dimension effectivement de notoriété, campagne de communication et engagement de l'entreprise. Donc c'est un peu ce qui est mis en avant souvent par les entrepreneurs auprès de leurs actionnaires historiques. Et sinon, après, on essaie de mutualiser autant que possible. Donc, l'ITA est souvent un chef de file, au même titre que d'autres fonds impact, pour la gouvernance et définir des indicateurs d'impact. Donc, ça se passe plutôt bien et c'est intégré dans la vie classique de l'entreprise et les reportings. Merci à nouveau. Et une dernière question sur cette série, juste avant qu'on clôture. J'ai levé avec vous il y a 3-4 ans. Je suis toujours une marque de mode engagée. Et aujourd'hui, je vis quand même la crise de plein fouet. Est-ce que je la vis plus ou moins bien ? Est-ce que je suis encore accompagnée ?
Eh bien oui, encore accompagné. On fait beaucoup pour, on appelle ça bridger nos entreprises, mais refinancer nos boîtes, les accompagner, les aider en temps de crise. Ça pose aussi la question de la pérennité des modèles d'impact. Et on se rend compte que quand même beaucoup de modèles d'impact ont une résilience forte à la crise. Alors après, il y a des inégalités fortes en fonction des secteurs, évidemment, qui sont plus ou moins exposés à des phénomènes d'un coût massif de consommation de la part des consommateurs. Mais il y a des modèles assez pérennes. Donc si on rezoome sur la mode, oui, il y a eu des enjeux sur les boîtes qui étaient en production, parce qu'il y a les coûts de l'énergie, l'inflation sur les matières premières, la crise géopolitique. Les aides d'État n'ont pas suffi pour pallier toutes ces augmentations. Et donc, quand c'est dans des chaînes de valeur beaucoup plus globalisées, avec des enjeux très forts énergétiques et géopolitiques, c'est pas que, effectivement, nous, en tant que financeurs, on est limité pour aider, parce que ça demande la mobilisation beaucoup plus globale. Après, pour l'instant, les marques s'en sortent très bien, avec des hauts, des bas, mais de bons rebonds. Merci beaucoup. Et alors la dernière question, qui est une question générique à laquelle je ne t'ai pas préparée, qui n'est pas une question piège. Le prochain invité que je reçois est un designer qui travaille beaucoup de l'éco-conception à partir de solutions IA et 3D. Ok. Si tu avais une question à lui poser, quelle qu'elle soit, quelle serait-elle ? Éco-conception à partir de l'IA et de la 3D. Déjà, de comprendre exactement ce qu'il fait, parce que ce n'est pas immédiatement clair dans ma tête. Effectivement, peut-être pour rebondir sur ce que je disais, moi j'avais pris l'angle technosolutionniste sur la partie énergétique. C'est hyper intéressant de voir dans quelle mesure, vu qu'une des grosses trends de marché, c'est le marketing de plus en plus poussé pour inciter la consommation, l'hyper sur mesure pour les consommateurs. Je trouve qu'il y a une question hyper intéressante sur comment l'IA peut avoir un impact justement pour inciter à la sobriété, à la déconsommation, moins mais mieux. Est-ce qu'il y a un rôle clé à jouer et comment en fait l'éco-conception peut être une des clés pour amener plus de frugalité dans le désir de consommation en fait. Et vers des modèles moins extractivistes. Exactement, parce qu'il y a moins de collections, il y a moins d'envie à consommer et c'est des habits plus durables. Je ne sais pas à quelle mesure c'est réversible, etc. On peut l'adapter à plusieurs looks et tout, mais il y a une vraie question d'usage dans la mode. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais je pense qu'effectivement, cette éco-conception et l'IA peut être intéressant pour ce sujet. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais d'autres contenus sont à venir, notamment vidéos et infographies sur ce sujet du financement des marques de mode qui est crucial. Donc je vous invite à guetter The Good Goods et ses réseaux. Je crois que c'est aussi des sujets qui vont être amenés avec de plus en plus de pédagogie sur les réseaux de l'ITA, qui a à la fois un enjeu B2B de parler aux marques qui ont besoin de financement, mais aussi grand public qui sont les investisseurs et les investisseuses de demain. Donc la conversation n'est pas finie. Elle est finie pour aujourd'hui puisqu'il y a sport et on y va. Merci beaucoup, Pierre. Merci infiniment, Victoire. J'étais ravie. Et à très bientôt. Toutes les notes seront, tous les liens mentionnés seront dans les notes de l'épisode. À très vite. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que vous avez apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email, de bouche à oreille, de laisser un commentaire iTunes 5 étoiles et de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.